réitère mon bonjour à vous toutes, puisque à vous toutes et à vous tous. Je suis d'ailleurs très heureuse donc de participer à cette fête de l'Europe, même par écran interposé. Mais bon, la situation actuelle fait que nous n'avons guère le choix. Je remercie également l'association France-Russie CEI, qui est donc euh, l'organisatrice qui me présente pour cette fête de l'Europe. Euh, je ne sais pas, je pense que vous avez peut-être eu la possibilité, vous l'avez peut-être fait, la possibilité de consulter en version digitale le livre, l'édition d'artistes que j'ai édité, La promesse du paysage russe. Euh, je vais donc, dans un premier temps, vous présenter cette édition d'artistes avec trois grands axes qui l'ont motivée. C'est donc ma construction artistique qui s'appuie sur mon héritage familial, l'importance de la mémoire dans le paysage, et aussi ma posture d'artiste-éditeur. Et ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, nous pourrons à l'occasion échanger et toutes vos questions seront les bienvenues. Alors, dans un premier temps, je vais donc vous parler de l'importance de ma construction familiale pour ma vie d'artiste. Et je vous propose donc cette carte de l'Europe et de la Russie européenne pour vous permettre de visualiser les villes dont je parlerai, et notamment Rostov-sur-le-Don, qui se trouve, donc vous voyez, près de la mer d'Azov. Je ne sais pas si je peux, voilà, ici. Voilà. Ici se trouve le berceau familial maternel d'où je suis originaire. Alors donc, moi, je suis née à Nantes dans une famille d'exilés russes. Pour vous resituer un petit peu l'histoire familiale, mon grand-père paternel était cosaque du Don et il a dû fuir la révolution de 1917 pour ne pas être fusillé. Il pensait que ce serait simplement provisoire. Il a donc laissé sur place sa femme et ses deux enfants, dont mon père, qui était tout jeune à l'époque. Et comme on le sait, l'histoire, on a décidé autrement et il n'est jamais rentré en Russie. Il a fait comme tous les régiments cosaques de l'époque, ils sont allés à Constantinople et ensuite ils sont arrivés pour plusieurs années en Bulgarie. Là, il a donc refait un apprentissage et il est devenu coiffeur barbier. Ensuite, il est arrivé en 1925 en France. Il s'est installé près de Nantes, à Vertou, parce que juste à Vertou, il y avait une verrerie, et dans cette verrerie, il y avait beaucoup d'émigrés, dont mon grand-père. Ensuite, il a acheté un petit terrain, a construit sa maison, son atelier de coiffeur barbier, et il a soigné la barbe et les cheveux de tout le quartier. Ensuite, deuxième exil dans ma famille, c'est 1941. Ma mère, à l'époque, est encore étudiante à Rostov-sur-le-Don en chimie. Mon père, un peu plus âgé, a terminé ses études. Et au moment où effectivement le pacte germano-soviétique a été rompu, et à cette occasion, je rappelle, mais je pense que vous le savez peut-être, puisque hier en France, nous avons fêté la victoire et la fin de la guerre, et c'est aujourd'hui en Union soviétique qu'on fêtait la victoire contre l'Allemagne fasciste. Mais en 1941, on en était encore loin et mes parents vont être déportés. Ma mère en Allemagne en camp de travail et mon père en Autriche. À la libération, ils sont libérés par les Français et mon père va retrouver son père à Vertou. Euh, Mes parents vont sympathiser à Paris et ils vont donc se marier et naîtront trois enfants. Et donc moi je suis la plus petite. Alors, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre en fait cette époque un peu particulière qui a suivi après la guerre, c'est que Staline à l'époque avait dit effectivement qu'il ne pouvait pas y avoir de prisonniers soviétiques et qu'ils étaient plus ou moins des traîtres. Et donc, impossibilité pour mes parents, évidemment, de communiquer avec leur famille
et non seulement de communiquer, mais aussi de pouvoir rentrer en URSS. Ils sont donc restés en France, ils se sont mariés, et ma mère n'a fait connaître à sa famille son existence, parce qu'ils pensaient tous qu'elle était déjà décédée. Elle a fait connaître son existence uniquement en 1962. Et donc nous, on grandissait donc dans cette espèce de vide. Donc, la Russie de mon enfance, eh bien, elle s'est longtemps limitée aux lettres expédiées par ma grand-mère, par mes tantes et mes cousines qui restaient vivre là-bas. Et les lettres, toutes les lettres de ma grand-mère arrivaient enluminées de timbres multicolores et absolument évocateurs de ces terres lointaines. Le berceau familial, pour moi, qui était donc toute petite, ça demeurait à la fois une sorte de paradis perdu, mais aussi un pays de terreur, évidemment, puisque ma famille en avait été chassée et je craignais évidemment ce pays. Malgré tout, la petite fille que j'étais alors recomposait à sa façon une Russie en piochant dans les images, les récits, la correspondance que mes parents conservaient. En fait, ce qui m'importait, pour moi, petite, c'était cette Russie, au loin, tout à fait inaccessible et qui ne pouvait être ralliée que par l'imagination, le rêve, la fiction. Ainsi apparut telle une image subliminale dans mon esprit, une Russie un peu composite, faite de lectures, de souvenirs, de mythes familiaux. Il faut dire qu'à la maison, on avait beaucoup de livres en russe. Maman lisait évidemment tous les classiques et j'ai été bercée par les contes russes et par toute cette littérature qui me permettait effectivement d'aller vers l'ailleurs et de développer mon imagination. Très rapidement, j'ai construit une envie d'être sur deux cultures, deux langues, deux pays. Et vraiment, on peut dire que mon art trouve réellement sa source dans mon enfance. Je vais d'abord étudier le théâtre au Conservatoire d'art dramatique à Angers avant de m'inscrire à l'École des beaux-arts de Nantes et j'en sors diplômée en 1982. Tout au long de ma carrière, on trouvera des motifs prégnants comme le voyage, la mémoire et le paysage qui vont nourrir mon œuvre et se construire au croisement des genres, l'écriture, le dessin, le livre, la peinture, la sculpture, le spectacle de performance, la photographie, la radio aussi, et les conférences d'histoire de l'art. Je pense qu'effectivement, le fait d'être à cheval sur deux pays et deux cultures, ça a complètement motivé ces choix-là pour moi. Le voyage comme source d'inspiration, pour moi, est absolument primordial. Alors, au cours de l'année 1976, avec mes frères, je pars en URSS retrouver ma famille et j'ai la chance de bénéficier très vite de voitures, ce qui était assez rare à l'époque, puisque la voiture, notamment la Lada, coûtait très cher. Et mon premier voyage sera donc à bord d'une Lada bleue, premier voyage d'une longue série qui fera naître chez moi le désir donc de créer cette œuvre un peu multifacette, un peu à l'image donc de mes origines. Toute cette histoire passée va s'entourer d'une réelle effervescence. Je vais voyager très régulièrement, plusieurs fois par an en Russie, pour découvrir les endroits où vivait ma famille. Je vais collecter des documents, je vais m'imprégner des objets, les gens vont me raconter des histoires, enfin, je vais découvrir tous les lieux habités par mes aïeux. Euh, le temps à cette époque-là, chez moi, devient comme spiralé, c'est-à-dire que le passé rentre dans le présent et augmente en fait le présent et l'enrichit. Ça devient une exploration très vivante de la mémoire. Il n'y a pas d'aspect vraiment passéiste chez moi. Mais le passé est omniprésent, faisant partie effectivement de ma vie. C'est une quête un peu sans fin, comme un puzzle en fait qui se poursuit sans arrêt. Je voudrais d'ailleurs vous lire un extrait qu'on trouve page 9 dans La promesse du paysage russe. Pour certains, le voyage était associé aux kilomètres parcourus,
à la découverte de lieux historiques, monuments anciens, musées, à des visites de sites commémoratifs. Pour d'autres, comme pour moi, le voyage se concrétisait par des déplacements dans des lieux liés à des événements familiaux, cimetières, domaines familiaux, maisons. Il y a donc quelque chose de très puissant qui s'échappe évidemment de cette histoire qu'il me faut découvrir absolument. Et je vais parcourir la Russie du nord au sud et du sud vers l'est, mais je vais beaucoup m'arrêter dans le berceau familial maternel qui est un pays de steppe. C'est le sud de la Russie, toute la région de Rostov-sur-le-Don et aussi vers la mer d'Azov qui est le berceau où mon arrière-grand-père élevait des chevaux. En fait, je dois dire que le paysage russe m'a quelque part été légué en héritage et je me suis sentie très rapidement redevable en fait de cet héritage. Bien sûr, nombreux sont les artistes qui, avant moi, vont peindre des forêts de bouleaux, des étendues de steppe où souffle le vent, le chemin qui mène jusqu'à l'infini. Mais face à cette nature qui sans cesse se renouvelle, va naître chez moi le désir eh bien, de la garder au fond de mon cœur. Et c'est ce que je vais faire avec les dessins, les écrits que je vais emporter après mes voyages. Je vais systématiquement peindre et écrire, puisqu'en fait en russe, le même verbe s'utilise, c'est le verbe pisat qui veut dire écrire et peindre. Euh, Toute cette région du sud de la Russie va effectivement me marquer par ces étendues à l'infini. Et je pense et je formule même l'hypothèse que mon identité, ma double identité, va vraiment s'appréhender à travers ces multiples paysages qui appartiennent et qui m'appartiennent. En interrogeant mon héritage, mes racines, mes cultures, euh, je vais vraiment engager une réflexion sur la façon dont se crée la mémoire et comment elle influence la vie d'une artiste. Bien sûr, tous les réfugiés de l'époque soviétique restent silencieux. Comme disait ma mère, moins on parle, plus on a chance de vivre. Donc mes parents ne racontent rien. Et donc, il va falloir seul partir à la découverte non seulement de leur vie, mais aussi de la vie de toute ma famille. Et c'est ce que je vais faire. Je vais essayer en fait de recoudre tous les pointillés, hein, tous les trous qui existent entre les pointillés. Et pendant toute une période de ma vie, je vais donc effectivement, de manière très radicale, utiliser des aiguilles, broder, je vais coudre des figures que je vais tricoter. Et pour moi, ça correspondait vraiment à cette époque-là, en fait, de la reconstruction et de la réappropriation de mon histoire avec la Russie. Euh, Tous les enfants en fait qui sont un peu dans mon cas ont souffert en fait du silence de leurs parents et on était un peu entourés par des fantômes hein, puisque les parents ne parlaient pas. Et moi en fait j'ai voulu en fait partir à la rencontre de tous ces fantômes et les paysages m'ont donné cette possibilité là puisque chaque lieu était empreint d'une figure paternelle, maternelle, les grands-pères, les grands-tantes, les cousines. Et c'est grâce en fait au paysage, le paysage qui reste vivant, qui reste dans la vie, c'est grâce au paysage en fait que je vais pouvoir établir un nouveau rapport aux choses et aux objets, aux situations, et que tout ça en fait va devenir très vivant et va devenir ma vie. Je vais beaucoup m'intéresser aux lieux laissés à l'abandon, en fait, à toutes ces formes qui sont érodées par les assauts du temps, par la rouille, par le délabrement. Là, vous avez devant les yeux un cheval dans des ruines, les ruines d'une maison. Et je pense en fait que cette peinture m'a été enfin, insufflé par l'histoire de mon arrière-grand-père éleveur de chevaux et au moment de la Révolution, évidemment, son domaine a été brûlé. Lui-même n'a pas été fusillé, mais déporté à Arkhangelsk. Tout
là-haut dans le nord. Et puis les chevaux ont été lâchés et ont retrouvé la liberté comme ils ont pu. Mais je pense effectivement que cette peinture vient de cette histoire, de l'histoire de mon arrière-grand-père. En fait, tous ces lieux un petit peu détruits et délabrés vont ponctuer mon histoire, puisque c'est aussi ces lieux délabrés et rouillés que je vais retrouver au moment de la perestroïka, quand effectivement les lieux vont être abandonnés, désertés, et que les usines et les kolkhozes vont être abandonnés. En peignant et en écrivant sur le paysage, euh, j'ai l'impression vraiment de m'inscrire dans une forme de continuité et de construire ainsi mon identité. Donc, comme je vous l'ai dit, en russe, on utilise le même verbe, pisat, qui veut dire écrire et peindre. Et d'ailleurs, quand j'expose en Russie, pour les artistes là-bas, il n'y a rien d'extraordinaire de dire, bon, je peins, mais j'écris, ou de la poésie, ou des textes en prose. Pour eux, passer de l'un à l'autre, c'est presque tout à fait naturel. Euh, et le paysage, chez moi, va devenir vraiment le centre névralgique de toutes mes recherches, à la fois personnelles, mais aussi collectives, puisque j'ai l'impression effectivement de faire revivre des gens qui n'avaient pas la parole ou bien qui avaient choisi de se taire, puisque pendant toute l'époque de l'Union soviétique, voilà, on restait silencieux le plus possible. Alors, évidemment, la mémoire du paysage n'est pas forcément et n'est pas toujours associée au plaisir. Elle peut, comme dans mon cas, être associée à la perte, à la douleur, à l'éloignement, puisque quand je rentre en France, malheureusement, je ne peux pas être présente pour ma famille quand elle a besoin d'aide ou quand elle est souffrante. Mais grâce au paysage, qui n'est pas statique, eh bien, il va devenir présent dans mon histoire et donner un air frais, on peut dire, à cette histoire qui, a priori, est un petit peu sombre. Mais l'air frais du paysage et le fait que le paysage reste bien vivant va me persuader de poursuivre dans cette voie-là. Voici à nouveau des chevaux, les chevaux du Don avec leurs belles robes brillantes, un petit peu rouilles comme ça. Ce sont des chevaux très intelligents et mon arrière-grand-père a fait partie des 4 propriétaires terriens qui ont contribué à l'amélioration de la race du cheval du Don. Euh, En Russie, en fait, non seulement le verbe pisad veut dire écrire et peindre, mais le paysage est également réellement associé à la littérature et à la poésie. Et très rapidement, j'ai eu envie justement de pouvoir exister à travers ces expressions, d'où mon implication dès les années 1980 dans l'édition de livres d'artistes. Alors au départ, je faisais des livres à exemplaires uniques ou quasi uniques, et puis progressivement, j'ai voulu passer aux livres imprimés. Mais toujours est-il que le paysage restait vraiment vivant dans tous ces livres parce que c'était en permanence ce que je cherchais à capter. Je veux d'ailleurs vous lire une poésie toujours extraite du livre La promesse du paysage russe, donc page 29. Les champs défilaient. Au-dessus des villages s'élançaient, un peu massives, des églises aux coupoles dorées. Le passé surgissait dans le présent. Les ancêtres, comme des familiers, apparaissaient. L'horizon bleuté s'ouvrait lointain et plat. Depuis la Caspienne au sud, les troupeaux accouraient. La steppe, le pays des Scythes et des nomades, succédait aux bosquets de chênes, aux ravins. C'était sans fin. Donc le paysage chez moi se développe de manière multiple, de façon littéraire, de manière picturale et aussi poétique et performative, puisque je fais également des spectacles où le paysage est omniprésent. Une autre vue, c'est le Don. J'ai vraiment choisi, bon là, les images originaires vraiment du côté maternel et paternel, puisque mon père, le village de mes grands-parents se situe un peu plus haut sur le Don, mais toujours sur ce grand fleuve. Euh,
Une autre différence entre la culture occidentale et russe, c'est la manière en fait d'appréhender le paysage. On peut dire en fait qu'en Occident, on reste un petit peu extérieur, c'est-à-dire on a le site, on a le regard, l'image, mais en fait en Russie, l'approche est différente puisque le paysage se pense à partir d'une forme ressentie à l'intérieur, une expérience. Voilà. En fait, le paysage fait partie de manière active à la vie. Il est toujours attaché à quelque chose qu'on a vécu. C'est pas abstrait du tout en fait pour le russe. C'est pas simplement ce qu'on voit, mais aussi la manière qu'on a de voir ce paysage. On le voit avec ses propres yeux et on l'interprète évidemment à sa manière. Euh, Toutes mes peintures, tous mes dessins sont comme des petits théâtres. Euh, et dans ce théâtre, eh bien, il y a des petites scénographies que j'organise avec parfois des chevaux, parfois quelques personnes, mais rarement. Souvent, les paysages sont vides, ce qui permet effectivement aux gens qui les regardent de pouvoir eux-mêmes s'assimiler à cette histoire, puisque le paysage permet ça, c'est-à-dire que moi j'y projette ma propre histoire, mais celui qui le regarde va certainement aussi y projeter sa propre histoire, donc se le réapproprier. Euh, la thématique du paysage permet justement de garder en fait un territoire ouvert avec plusieurs fenêtres et plusieurs portes ouvertes, puisque chacun va s'y projeter. Ici, nous avons une vue également sur les arbres et sur ce ciel particulièrement lumineux qu'on retrouve les jours d'été dans la région du Don. Euh, Ce sont tous ces lieux disparus ou qui se sont modifiés au fil des années qui m'ont influencé et que j'ai envie de garder en fait et de faire vivre à travers mes peintures. C'est un peu une histoire familiale, c'est un peu l'histoire d'une vie, c'est aussi l'histoire d'une génération en fait que je tente de reconstruire. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, mais que j'ai peut-être que je n'ai pas fréquentées comme je l'aurais aimé, eh bien, grâce à mes peintures, elles continuent à exister dans mon cœur. Je dois dire d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que pour moi, le paysage russe est plutôt un paysage de cœur plutôt qu'un paysage de regard. Je trouve qu'en France, les paysages à 200 km près sont très beaux. On va avoir les rochers déchiquetés en Bretagne, on va avoir les forêts des Landes, on va avoir les couleurs bleues de la Méditerranée vers Collioure ou vers Nice, alors qu'en Russie, il faut faire des milliers de kilomètres pour avoir des changements. Et le paysage se ressemble voilà, sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et ça donne une espèce de monotonie, mais en même temps, ça permet aussi aux gens, effectivement, d'acquérir un temps peut-être plus lent. Voilà, ça aussi, c'est une particularité du paysage russe. Dans tous les cas, je pense que ce paysage offre des entrées à tout le monde et qu'il est porteur de mémoire plurielle. Ça aussi, c'est pour moi très important. Dans ce paysage, je fais vivre évidemment mon expérience personnelle. J'espère que les gens, effectivement, qui regardent ces paysages s'y projettent eux-mêmes. Mon attachement au paysage est central pour comprendre la place qu'il occupe dans mon œuvre. Et quand je sors, quand je me déplace, eh bien, je plonge dans ce paysage, il m'enveloppe, je le touche, et ce qui me permet ensuite de pouvoir le peindre et de pouvoir écrire sur lui. Euh, on peut dire aussi que le paysage, comme on le voit ici, à Novotcherkassk, devant la cathédrale Novotcherkassk, c'est aussi une ville de Cosaques. D'ailleurs, ma famille paternelle vivait non loin de Novotcherkassk. Euh, on peut dire effectivement que mes pas, enfin que je fais rentrer mes pas dans les pas de mes aïeux et qu'ils se fondent dans leur histoire et qu'elle revit en fait sous mes yeux, à travers le ciel, à travers les fleuves, à travers la chaleur, le soleil, l'ombre. Euh, Ils sont donc géographiquement assez fixés, mais en même temps suffisamment ouverts pour permettre à tous de se le réapproprier. Voici un poème extrait toujours donc de La promesse du paysage russe.
L'enfant portait dans son cœur bleuets, seigles d'or, champs épicés. Le réel pénétrait son âme qui ressuscitait. Au matin, sur le chemin sans défense, le plantain poussiéreux se souvenait, quelqu'un attendait, probablement quelque part. Il y a donc cette idée effectivement d'avoir ce souvenir de l'enfance euh, à travers des moments historiques, des villes historiques, des paysages qui ont été marqués et fortement marqués, on peut le dire, par l'histoire, la grande histoire. Et dans toute mon affaire, à moi, eh bien, la grande histoire rejoint la petite histoire. C'est un peu d'ailleurs une caractéristique de la Russie, de l'Union soviétique. La grande histoire rejoint la petite histoire. Parfois tristement, mais enfin, elle la rejoint. Ici, nous avons un dessin de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg. On peut dire en fait que Saint-Pétersbourg est devenu au fil des ans ma ville de cœur, après effectivement avoir quitté le sud de la Russie, puisque j'y ai de très nombreuses fois exposé, j'ai eu plusieurs rétrospectives. Et Saint-Pétersbourg, je me suis peut-être aussi plus particulièrement attachée à cette ville puisqu'elle correspond à cette espèce de dualité. Saint-Pétersbourg, ce n'est pas tout à fait encore la Russie comme on peut la connaître avec ses villages, puisqu'elle a été évidemment fondée par Pierre Ier pour être une ouverture sur l'Europe. Et donc, elle porte en elle cette dualité que je trouve très intéressante et à laquelle moi-même je me suis représentée, on peut dire. Euh, dans cette, dans cette Russie que je connais dès les années 1970, eh bien, je vais me projeter effectivement l'envie de m'immerger, et c'est ce que je vais faire justement à partir de la perestroïka, puisque je vais commencer donc à exposer là-bas. Et je vais rencontrer les gens, donc d'abord dans le sud, puis ensuite à Leningrad et Saint-Pétersbourg, puisque la ville va changer plusieurs fois de nom. Et ce sont des événements absolument importants pour moi, puisque ça va me permettre en fait d'acquérir justement cette espèce de stabilité que je recherchais en France par la connaissance de la langue et par la connaissance aussi du travail, parce que aller en touriste, c'est une chose, mais en fait, travailler, faire des expositions en est une autre. Et ça m'a beaucoup effectivement apporté, ouvert effectivement des domaines auxquels je n'avais pas encore accès dans mon enfance. On peut dire aussi que l'écriture et le dessin sont très proches puisqu'ils utilisent les mêmes instruments, la main, le papier, le crayon. Et donc, j'ai énormément effectivement de dessins sur papier qui alimentent mon œuvre. Ici, on a un endroit que je connais bien à Saint-Pétersbourg, que j'ai intitulé la Maison Rouge. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, le paysage russe n'est pas directement associé à l'œil, mais plutôt au cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des émotions qui, en permanence, alimentent ces paysages d'été, mais aussi paysages d'hiver. Et c'est cette ambivalence, je crois aussi, qui crée quelque part une tension dans le paysage qui m'intéresse. Justement parce que c'est pas un paysage qui se donne automatiquement par une beauté euh, grandiloquente. Il faut en fait faire un petit effort pour pénétrer ces villages et ces villes de Russie. Quand je voyageais en Sibérie, les gens me disaient tous, bon voilà, on a effectivement cette possibilité de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, et en hiver c'est plus difficile, donc on reste associés les uns aux autres, en Sibérie notamment, parce qu'on sait qu'on a besoin les uns des autres. Et cette fraternité humaine qui est absolument géniale, et peut-être qu'il faudrait qu'on retrouve aussi dans nos pays occidentaux, qu'au cœur effectivement des paysages, c'est l'humain. C'est l'humain qui est important. Et la Sibérie, en fait, est un petit peu différente des autres villes de Russie parce que ici, c'est omniprésent, on le sent. Si quelque chose arrive aux voisins, eh bien, on va effectivement s'en inquiéter, tout de suite venir en aide. Évidemment, ce sont des conditions extrêmes qui
qui conditionnent cette attitude-là. Quand on a des -50, il faut évidemment se soucier du bien-être de ses voisins. Euh, Si effectivement ma Russie rêvée va prendre forme petit à petit dans mon travail, c'est que à travers le paysage, je vais acquérir comme une forme de légitimité et je ne pouvais pas en fait au départ avoir cette légitimité. C'est pour ça que j'ai eu toute une période en fait où j'ai eu besoin de reconstruire mon affaire avec du fil et des aiguilles. Et ensuite, progressivement, eh bien, j'ai pu effectivement me réapproprier tous ces paysages et en donner lecture à travers des textes, des peintures, des dessins, des poésies. Euh, les poésies vont prendre différentes formes. Comme je vous disais au départ, j'ai commencé à faire des livres d'artistes à exemplaires uniques ou quasi uniques. J'ai souvent travaillé avec le musée de l'imprimerie à Nantes. Et puis progressivement, j'ai senti effectivement la nécessité pour moi d'aller vers quelque chose de plus important et de permettre à un large public de pouvoir accéder à mes livres, d'où l'envie eh bien, de passer au livre imprimé tout simplement, ce qui me permettait effectivement d'éteindre et d'aller aussi un petit peu à contre-courant du monde de l'art en espérant pouvoir aller effectivement vers le domaine du livre et d'aller faire des rencontres et des lectures dans des lieux qui n'étaient pas forcément ouverts à l'art contemporain. Bon, là, je dois dire que je n'ai pas tout à fait réussi parce que quand même les livres d'artistes restent essentiellement présentés dans le monde de l'art. Enfin, j'ai quand même essayé. Ici, effectivement, on voit un lookbox. C'était aussi pour vous rappeler à quel point l'écriture et le dessin est omniprésent dans la culture russe, puisque vous voyez là un lookbox, ça correspond un peu aux images d'Épinal qu'on a en France, de 1760, où on a effectivement du texte et du dessin. Et c'était des images qui valaient très peu cher et qu'on trouvait sur les marchés et qui étaient un petit peu satiriques, qui effectivement évoquaient la vie quotidienne des gens. Ce sont des images qui vont beaucoup influencer l'avant-garde russe, notamment à l'époque effectivement de la Révolution. Mayakovsky va beaucoup s'inspirer de ces écritures, dessins, pour permettre aux gens de comprendre où en était la Révolution, les recherches sur la santé, sur ce qu'il fallait faire. Donc ça permettait aussi à des gens qui lisaient peu ou mal d'être au courant de la situation. Dans mon choix artistique, il y a effectivement cette présence-là qui est omniprésente de la rencontre du dessin et de l'écriture, et aussi des lectures à haute voix pour permettre effectivement d'apporter encore un plus à la poésie et au texte, puisque je pense que la voix, c'est aussi une part de la création. Et tous mes livres d'artistes et toutes mes lectures amènent aussi à cet univers, à l'univers du son et à l'univers de la voix. Euh, les livres, bon, habituellement dans les expositions, sont présentés. Aujourd'hui, malheureusement non, puisque le public ne peut pas assister aux lectures, mais j'espère que ça reprendra bientôt. Mais habituellement, on a effectivement la possibilité d'écouter mes poésies dans mes expositions. Toujours dans l'idée effectivement d'aller au-delà donc des rencontres qui sont peut-être un peu fermées sur le monde de l'art contemporain. Je suis allée dans des écoles, je suis allée à la rencontre de publics qui ne poussent pas forcément les portes des musées ou des galeries. Et pour moi, ça c'est important. Comme d'ailleurs, bon, le fait pour moi d'aller dans des théâtres. Là aussi, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait bien réussi le mixte de la population. Je pensais au départ que les gens allaient se mélanger un peu plus, mais il s'avère que chacun a quand même tendance à rester plus ou moins dans son domaine, les gens du théâtre dans le théâtre et les gens des arts plastiques dans les arts plastiques. Mais le livre offre quand même la possibilité de pouvoir gagner du public, et pour moi ça c'est important. Voilà, cette petite présentation qui pour moi évoque
eh bien, ce goût que j'éprouve pour l'écriture, pour la peinture, pour le dessin. Et si vous avez la possibilité, je vous invite à pousser la porte du centre de la Gobinière à Orvaux, où se tient actuellement une exposition qui présente certaines de mes peintures issues donc de ce livre, La promesse du paysage russe. Je ne sais pas si j'ai été assez précise dans toute cette évocation, mais si vous avez de votre côté quelques questions à me poser, je me prêterai au jeu et j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup, Olga, pour cette présentation. Je me permets de remettre dans le chat peut-être le lien vers votre livre. Je ne sais pas si les uns les autres avaient eu le temps de le consulter, mais en tout cas, je le remets dans le chat si vous souhaitez aller le voir d'ici là. Merci. Merci. Non, personne n'a d'idée, d'envie. Ah, je vois que Martha peut-être a rallumé son micro. Par contre, on ne t'entend pas, Martha. Non, j'entends rien du tout. Hein. Non, il n'y a pas de son. Maintenant. Ah là, c'est bon. Oui, là, oui. Vous m'entendez? Là, oui. C'est bon. Donc, bon, c'est pour vous remercier. C'était très, très intéressant et touchant aussi, très souvent. Non, moi, vous voyez, donc, je viens du CCFA et j'ai quand même une relation un peu particulière avec la Russie parce que mon mari était professeur de russe. Donc, je ne connais pas du tout le sud les paysages que vous nous avez montrés donc dans vos dessins, des immensités des espaces dans le sud, évidemment, c'est resté un rêve pour moi parce que bon, je connais très peu Moscou et Saint-Pétersbourg, mais donc là, je trouve que c'est vraiment fascinant ce que vous avez fait dans les dessins avec les paysages immenses. Ce qui m'a impressionné, c'est aussi l'importance du ciel que vous montrez. J'ai quand même une question. Vous avez dit donc au cœur du paysage, c'est l'humain. Et vous avez expliqué un peu pourquoi il y a si peu de personnes. Donc, est-ce que c'était particulièrement important dans le choix des dessins que vous nous avez montrés, ou est-ce que l'homme est pratiquement entièrement absent dans vos ouvrages? Alors, merci de votre question. Alors, dans un premier temps, je dois dire qu'effectivement, le paysage russe de la steppe et du sud de la Russie possède cette immensité, comme vous l'avez bien souligné. La steppe rejoint la ligne d'horizon du ciel de façon permanente. Ce sont des paysages très peu peuplés, comme la Sibérie. On peut, comme je le disais tout au début, rouler pendant des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres avant de rencontrer âmes qui vivent. C'est pour ça d'ailleurs que les gens restaient et sont toujours très soudés dans ces régions, parce qu'on a besoin les uns des autres beaucoup plus que dans les villes où on trouve tout, le magasin pour se nourrir, etc. Là-bas, on a presque, en fait, j'ai fait une peinture d'ailleurs qu'on trouve dans le livre et qui est actuellement exposée, qui s'appelle Les Provisions. C'est incroyable, en fait, cette idée de toujours faire attention à trouver de quoi se nourrir. Parce que dès qu'on trouve une étale où on peut acheter à manger, on ne va pas laisser passer. Hein. On va se jeter dessus et on va acheter tout de suite les provisions, de crainte effectivement qu'il faille attendre 1000 km de plus pour pouvoir se nourrir. Alors moi, si effectivement j'ai choisi, dans beaucoup de mes peintures, il y a quelques peintures où il y a des personnages, notamment les marchés, j'ai fait une peinture où on trouve des femmes sur un marché, parce que je voulais rappeler effectivement l'importance de la femme, notamment au moment de la perestroïka, quand le pays s'est écroulé.
les femmes ont relevé leurs manches et ont pris le pays en main. Les hommes plus ou moins déprimés, sombraient dans l'alcool. Les femmes ne se sont pas du tout laissées aller, ont continué à cultiver leur lopin de terre et à improviser à droite à gauche de petits marchés comme ça où on pouvait acheter des légumes, voire même un peu plus, des vêtements qu'elles cousaient. Enfin, il fallait vivre. Et effectivement, dans mes paysages, il y a peu de gens, pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai envie effectivement que la personne qui m'accompagne, le spectateur qui m'accompagne, puisse lui-même en fait s'y projeter. Donc, il fait partie presque de la peinture, son regard fait partie de la peinture, il est dans la peinture. Et puis, les personnes qui ont vécu avec moi ont disparu, et donc en fait on pourrait dire, elles hantent les paysages par leur invisibilité, mais elles sont là aussi parce que tous ces paysages, elles les ont connus. Et donc leur présence est là, mais suggérée par le paysage simplement. Donc il y a peu effectivement de personnages. Mais dans les paysages russes, d'une façon générale, on rencontre rarement âmes qui vivent dans ces grandes étendues. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez traditionnel, on peut dire. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la peinture traditionnelle russe aussi, c'est vraiment le paysage et rien que le paysage. Merci, merci. Donc, encore une toute petite question. Est-ce que j'ai raté une information que vous aviez peut-être donnée et que je n'ai pas entendue? Vous nous avez lu 2 poèmes, donc en français. Est-ce que vous publiez en bilingue ou est-ce que vous écrivez aussi la poésie en russe? Ça m'est arrivé. Alors, je lis le russe plus lentement, parce qu'en fait, je l'ai plus appris à l'oral. Donc, je fais des fautes de grammaire, mais bon, je me suis toujours débrouillée malgré tout. Il m'arrive effectivement, surtout quand je suis en Russie, parce qu'en fait, ça revient vite. Et il suffit de quelques jours pour moi là-bas, immergée évidemment, puisque personne ne parle le français autour de moi. Donc immergée tout de suite, je me remets à rêver en russe. C'est quand même ma première langue, même si effectivement, enfin, c'est pas une langue que j'ai appris à l'école, donc c'est très différent. Par exemple, l'anglais, même si j'ai vécu en Grande-Bretagne, j'avais acquis un certain niveau, mais je le perds. Le russe, c'est assez étrange, même si effectivement là, depuis 2018, avec la pandémie, j'ai pas pu m'y rendre puisque d'habitude j'y vais tous les ans. Ça reste, ça reste. Voilà, c'est un son qui, pour moi, est dans l'oreille, dans la tête. Je sais pas où il se situe, mais même si je pratique pas tous les jours, parce que je suis quand même en majorité entourée par des Français, ça reste, voilà. Et donc, c'est surtout quand je suis en Russie hein, que les mots, les phrases, les poésies me reviennent comme ça facilement en russe. Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai plus envie, presque quand je dis effectivement que j'ai reçu le paysage en héritage et que j'ai envie de le faire vivre, c'est aussi une phrase de ma grand-tante. Elle m'avait dit, quand je vivais, quand j'étais avec eux dans le sud de la Russie, bon, toi, tu n'as pas pu hériter évidemment des terres de ta famille, ni enfin, voilà, ni les maisons, ni rien du tout. Mais par contre, tu as hérité du paysage et de la culture, et tu en feras bon usage. Parce que là, au moins, il n'y a pas de frontières, tu ne seras pas embêté par des histoires de visa et compagnie, et tu feras vivre le paysage, et tu le feras vivre pour nous, qui sommes restés un peu coincés dans notre URSS pendant toutes ces années. Et c'est vrai que ça m'est resté, ça, parce qu'à l'époque, bon, j'étais jeune, je ne comprenais pas trop. Voilà, ils étaient coincés dans leur URSS. Et après, je l'ai compris, effectivement. Mes cousines auraient aimé aussi sortir, elles n'ont jamais pu le faire. Donc voilà, c'était comme une espèce pour moi, non pas de devoir de mémoire du tout, c'était plutôt pour moi un devoir de penser avec elle, voilà, de penser dans le présent avec elle et le paysage. Et c'est pour ça que je pense que quelque part la géographie a gagné sur l'histoire, parce que la géographie, c'est quelque chose qui reste vivant. Le paysage se modifie, alors que bon, l'histoire, par exemple la Révolution 17 ou la guerre, bon, voilà, boum, ça a figé l'histoire, mais pas la géographie. Ça reste vivant et ça reste mouvant.
Voilà, ça reste comme dans un mouvement en permanence. Et ça aussi, pour moi, c'est très important dans le paysage et dans la géographie. Et vous dites que votre mari était professeur de russe à Nantes? Oui, oui, le lycée Clémenceau. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et donc, en fait, vous avez connu la Russie dans quelle ville vous avez Non, fréquenté donc moi, j'ai fait seulement 2 petits voyages à Moscou, du temps soviétique, et à Saint-Pétersbourg après la perestroïka. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, en général, effectivement, on va à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Bon, ce sont 2 grandes villes magnifiques, mais qui, bon, ne sont pas forcément représentatives de toute la Russie, évidemment, et de tout ce territoire absolument gigantesque. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait, aussi de sentir, parce que je crois que quelque part, euh, le côté un peu plat, justement, de certaines régions, notamment du sud, et aussi de celles qu'on retrouve à Saint-Pétersbourg, très plates, marécageuses, ça modifie aussi, enfin, ça influence aussi sur la manière de penser du russe. L'immensité, la platitude, ça donne effectivement une autre manière de penser. Et moi, j'ai ressenti ça vraiment lors de mes premiers voyages, quand je suis rentrée en France, où je trouvais que la France était un pays très joli. Je ne sais pas comment dire, je trouvais que les petits jardins, tout était propre, tout était mignon, ça faisait presque comme une petite dentelle, comme ça. Alors que la Russie, avec son immensité, on n'en voit jamais le bout, c'est indéfini, ça pouvait presque provoquer comme une espèce d'inquiétude permanente. Alors qu'en France, il y a quelque chose de très rassurant. Voilà, c'est ce que j'éprouvais en fait dans mes premières années de voyageuse. Merci. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et vous pensez peut-être y retourner alors? Quand vous dites effectivement que vous avez envie de retourner, de voyager, Oui, donc mon mari est décédé depuis longtemps, et comme ça, les liens se sont distendus. On avait des amis, bien sûr, mais bon, moi, je parle très, très peu le russe, et donc malheureusement, c'est loin. D'accord. D'accord. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions. Peut-être que vous pouvez rappeler les dates de votre exposition, Olga, dire jusqu'à quand vous exposez au château de la Gobinière. Alors, j'expose jusqu'au 21 mai officiellement, mais je suis en attente. J'ai reçu un message donc, de la direction de la Gobinière me disant que peut-être effectivement, avec la réouverture des lieux, si on réouvre bien le 19, alors je ne peux pas encore dire les jauges, ni etc., mais si on réouvre le 19 mai, on aura la chance peut-être d'avoir du non-stop, donc le 19, 20, 21. Le samedi, en général, la Gobinière est fermée, mais par contre, ils ouvriront le dimanche. Donc ça, c'est encore à confirmer, mais c'est en bonne voie. Voilà. Et ce serait avec plaisir que je vous présenterai les œuvres que j'expose donc dans ce lieu qui est magnifique, le château de la Gobinière, et qui se prête merveilleusement bien à cette exposition. D'ailleurs, je pense qu'Elisabeth, on se voit demain. On se voit demain. On pourra retrouver l'information quelque part Eh bien oui, on la retrouve sur le site d'Orvaux. Hein. Il y a même le service de communication a fait une visite virtuelle filmée, que je commente en improvisation comme ça dans l'exposition. Donc vous pouvez effectivement sur le site d'Orvaux retrouver tous ces éléments assez facilement. Il faut prendre rendez-vous auprès de la ville ou auprès de vous pour… Alors, pour les visites actuelles, c'est à moi qu'il faut prendre rendez-vous. Hein. Il faut prendre mon adresse mail et prendre rendez-vous auprès de moi, puisque jusqu'au 19, en tout cas, jusqu'à la réouverture hypothétique des lieux, c'est auprès de moi. Et c'est moi qui ouvre en fait le château aux visiteurs. Je vous mets dans le chat encore une fois le lien vers l'article de la ville d'Orvaux et vers la visite virtuelle. Voilà. Et puis vous pouvez effectivement prendre mon adresse directement sur mon site. Vous pouvez mettre aussi, voilà, et les gens auront la possibilité de m'écrire et de prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Là, moi, je voulais juste ajouter un petit peu que j'ai retrouvé ce qui m'a intéressé dans tes peintures,
c'est effectivement les paysages. Moi, je les ai regardés vraiment au sens du paysage. Et comme j'ai fait déjà un certain nombre de voyages en Russie, mais comme touriste, hein, bon, il y a des liens, mais pas du sens, aucune origine russe. Mais j'ai fait un certain nombre de voyages, et notamment une partie dans le transsibérien, de Moscou jusqu'à Irkoutsk. Et les paysages, effectivement, ce qu'on voyait par la fenêtre, j'ai retrouvé beaucoup de tes paysages. Oui, Les, oui, c'est vrai. Oui, et là, un autre voyage, c'était dans l'Oural. Et là, c'était davantage de la steppe, effectivement. Alors, les grandes étendues rases, j'en ai vu un petit peu. Il y a des paysages que j'ai retrouvés. Oui, oui. Et sans doute, quand on voyage aussi, comme assez souvent, comme tu le fais, on a effectivement des souvenirs comme ça qui ressortent, soit par un objet, soit par une odeur. Enfin, moi, ça me fait souvent ça, un petit quelque chose. Et en fait, voilà, c'est la Madeleine de Proust, et ça ressort d'une manière ou d'une autre, et on se projette tout d'un coup, voilà, sur cette étendue de steppe, ou bien sur les fleuves aussi. La présence des fleuves est omniprésente en Russie. C'est un pays de fleuves. Vraiment très, très important, ces lignes d'eau. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser à Olga. Sinon, je vous remercie tous d'avoir suivi cette petite présentation. Merci Olga, c'était très intéressant. N'hésitez pas à aller consulter du coup le livre dont je vous ai mis le lien dans le chat, et puis la petite vidéo de la visite virtuelle. Et puis on aura plaisir à aller découvrir l'exposition en réel très prochainement du coup. Oui, oui, tout à fait. Ce sera avec plaisir. Donc, moi, je suis sortie, mais involontairement, si vous m'entendez encore. Donc, je répète donc, mes remerciements. Bonne journée. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous, et n'hésitez pas à aller consulter sur le site de la Maison de l'Europe les autres animations qui sont prévues jusqu'à demain pour la fête de l'Europe. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à la Maison de l'Europe. Hein. Merci à la Maison d'Europe. Merci à vous tous. Très bonne journée, très bon week-end, et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.